Bonjour à vous, une vidéo centrée non pas autour de la santé, mais plutôt autour de l'actualité et de la façon de la percevoir. Alors, beaucoup de personnes disent ouais, les gens sont cons, les gens sont des moutons, les gens sont des pigeons, etc. On entend beaucoup ça. Moi, je dis plutôt, éventuellement, nous, pas les gens, nous sommes naïfs. Et cette naïveté nous a amenés à nous égarer, à nous tromper, et sous une apparence naïve se cache aussi quelque part un désintérêt et une méconnaissance. Alors le but, à travers cette vidéo, c'est d'aborder les trois grandes thématiques qui occupent tout l'espace en ce moment, c'est-à-dire les médias, la politique et l'aspect santé, l'aspect sanitaire de manière générale, et de voir comment on pourrait le décoder et comment on pourrait exercer un esprit critique en plus d'accumuler de la connaissance et faire des recoupements entre ces trois disciplines qui s'interconnectent depuis 9-10 mois maintenant jusqu'à représenter l'ensemble des discussions aujourd'hui, que ce soit dans la vie réelle, sur les réseaux sociaux, dans les hémicycles et évidemment dans les médias. Et donc le regard que j'ai décidé d'avoir à travers ce phénomène, on va dire, qui risque de durer encore, qui est présent mais qui va s'étaler encore sur de nombreux mois, puisque ça semble définir l'actualité, donner le tempo de la vie sociale, politique, économique et donc sanitaire, eh bien c'est d'essayer de se dire, cela est possible sans doute grâce à une trop grande naïveté de notre part, une naïveté passée, où on a laissé un espace que nous n'avons pas être occupé par d'autres personnes, par d'autres instances, par d'autres effets, des effets de mode, des effets, on va dire, intellectuels, idéologiques. Et puis, comment on pourrait se réapproprier cet espace, parce qu'évidemment, il n'y aura pas qu'un regard critique, mais en fin de vidéo, je vais essayer de proposer des éléments constructifs pour reprendre une forme de place et de souveraineté, au moins dans la connaissance, et ensuite au quotidien. Alors je le disais, moi ce qui me choque beaucoup, c'est d'entendre des insultes. Tout ça c'est à cause des cons, tout ça c'est à cause des pigeons, tout ça c'est à cause des moutons, tout ça c'est à cause des gens qui n'ont pas de courage, etc. etc., etc. Donc ce sont souvent tournés vers l'extérieur. Alors il y a des personnes qui disent l'humain il est mauvais, c'est comme ça, et c'est la preuve, regardez ce qui se passe, blablabla, 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 l'humanité est ainsi faite. Moi de mon point de vue, je pense que l'humain est fondamentalement bon. Il est d'essence très bonne, et pour avoir eu l'occasion de voyager un peu partout dans le monde, j'ai rencontré de manière incomparable des gens plus sympathiques, chaleureux, accueillants et bienveillants que de mauvaises personnes. Donc je ne dirais pas ça, je ne dirais jamais cela. Après, il peut y avoir un dévoiement de cette nature humaine par des circonstances de vie, par des institutions, par des organigrammes, des organisations sociales qui font que l'humain, à un moment donné, placé dans tel ou tel contexte, il va exercer une lucidité de manière compliquée, et peut-être qu'il n'exprimera pas le meilleur de lui-même et de son potentiel, et là peut-être on le voit, alors il y en a tous les jours, on comprend comment ça se fait, qu'il y en a qui ont pu arriver au pouvoir il y a 80 ans, on comprend la délation, etc. Oui. Chaque personne, quand elle est repoussée dans ses retranchements, quand elle n'est pas nourrie d'éléments positifs, n'exprime pas le meilleur d'elle-même, et là on va voir pourquoi médiatiquement, pourquoi politiquement, ce sont des choses qui nous poussent à ne pas donner le meilleur de nous-mêmes, et comment nous on peut faire ça. Alors j'ai choisi donc la naïveté, puisque de mon point de vue, on dit non, on peut pas, non, c'est quand même pas possible ce qui arrive, les gens peuvent pas penser ça, des personnes ne peuvent pas penser ça, personnes ne peuvent pas mettre ça en place contre d'autres personnes. Alors il suffirait juste de s'intéresser à l'histoire, puis là on va essayer de décortiquer. Alors aujourd'hui, naïf, c'est un petit peu comme... c'est quoi ? C'est dans le Père Noël est une ordure, je crois. Écoutez, Thérèse n'aime pas dire du mal des autres, mais effectivement, elle est gentille. J'aime pas dire du mal des gens, mais il est un peu naïf. C'est un peu ça, moi, la réflexion qu'on pourrait se faire jusqu'au pestillon que je viens de faire, c'est quelque chose qui sort très facilement. De manière générale, est-ce qu'une seule personne, parmi nous, aurait pu prévoir, il y a un an, donc c'est-à-dire en novembre 2019, tout ce qui s'est produit depuis un an ? Personne, parce que c'est impensable. Donc, qui peut prévoir ce qu'il y aura en novembre, d'ici novembre 2021 ? Sans doute personne. Par contre, on a des grilles de lecture. Et si ce qui s'est produit depuis un an a été rendu possible, c'est aussi une forme d'ignorance et aussi une forme de naïveté, il faut le dire.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a beaucoup de censure de médecins, de censure sur les réseaux sociaux, et puis on va dire que ça, de censure au niveau politique aussi, on va le voir. Et donc il y a trois entités, la politique, la santé et les médias qui sont au cœur de cette crise, et les trois sont interconnectés de manière permanente. Et la nature ayant horreur des vides, eh bien, ayant délaissé tous ces espaces importants, le grand public se trouve aujourd'hui pris en otage. Alors on va déjà commencer avec le domaine de la santé. Donc il y a un état d'urgence sanitaire qui est en place depuis le mois de mars, ce qui fait qu'on a fait passer beaucoup de lois depuis son instauration. Alors on va voir, est-ce que cet état d'urgence sanitaire, eh bien il a été fait uniquement pour la santé du peuple, et pour la santé des individus, et est-ce que ça ne cache pas autre chose? Et est-ce que cette naïveté n'est pas convoquée à exercer un esprit critique? Alors là, j'ai pris quelques exemples au hasard pour stimuler un petit peu, et on va voir si on peut faire des liens, et j'invite chacun à faire les liens qu'il veut par rapport à ce phénomène. Donc par exemple, la première loi qui a été votée sous cet état d'urgence sanitaire, c'est de développer des antennes relais d'une nouvelle technologie, pour lequel il n'y a aucune étude qui montre l'innocuité sur l'homme, sans demander l'avis des autorités sanitaires, sans demander l'avis des maires ou des communautés de communes. Et donc on peut déployer des antennes relais d'une nouvelle technologie sans demander, eh bien, on va dire d'accord. Donc ça, c'est la première loi. La deuxième loi, ça a été de rendre possible l'utilisation des pesticides plus proches des habitations. Alors l'argument, c'est-à-dire il va falloir nourrir un peu plus les gens. Ah bon, déjà on avait déjà fait des études pour savoir si le confinement à la crise allait être comme ça, de même façon que les antennes relais, on disait c'est pour que les gens puissent travailler en télétravail, il faut augmenter les débits, comme si les débits n'étaient pas assez élevés. Donc toujours sous le couvert évidemment de quelque chose de sanitaire. Donc c'était les deux premières lois étaient celles-ci. Ensuite, c'était de faire de la télésurveillance, c'était de rendre possible des applications qui font le traçage des individus, c'était de transmettre aussi les données, que les opérateurs téléphoniques transmettent les données des utilisateurs à l'Union européenne pour qu'il y ait une géolocalisation. Ensuite, on a mis en place des outils de reconnaissance faciale, des survols de drones avec capacité de reconnaissance thermique, d'identification thermique avec détecteur de mouvement. Et puis là, après qu'il y ait une interdiction aux manifestations des observateurs extérieurs, notamment ceux des ONG, ça s'est passé il y a 3 mois, et bien là, cette semaine, la semaine on est côté combien avant-hier, le 9 novembre, et bien il y a un projet de loi d'interdire de filmer la police, donc c'est-à-dire de quelque part légaliser les bavures. De la même façon, toujours dans ce projet, dans cette dynamique de eh bien, on va dire de guerre, pour reprendre les mots présidentiels. Il y a cette loi qui n'a pas fait beaucoup de bruit dans les médias, malheureusement, en fin août, votée par quelques dizaines de députés à 3h du matin, la loi bioéthique, donc c'est-à-dire qui autorise l'expérience sur 150 000 fœtus en France, et qui autorise, si ce n'est légalise, l'avortement au 9e mois de grossesse, sous le prétexte très vague, très flou, de détresse psychosociale. Donc c'est-à-dire l'avortement au 9e mois de grossesse est autorisé en France depuis le mois d'août, de même que les expériences sur les fœtus. Alors tout ça s'est passé dans le flou. Alors, on pourrait se dire, comme j'ai dit, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce que ça vient à faire? Quelle dynamique ça a? Est-ce que ça participe à la construction et à faire perdurer la vie, ou au contraire, est-ce que ça infléchit de manière négative? De la même façon, on peut continuer de développer en disant les autopsies ont été interdites sur les patients atteints Covid, les enterrements ont été interdits, on a condamné également la vente de masques de la part des pharmacies en mars, en avril et jusqu'à début mai. Il y a eu interdiction pour les centres vétérinaires qui proposaient de faire des tests PCR de le faire. On a continué de fermer des lits d'hôpitaux pendant la période, on va dire, entre les deux vagues. Donc par exemple 28 à l'hôpital de Besançon. Sur les 2 CHU de Nantes, il y en a eu une 50aine. Il y en a eu une 30aine dans les 2 pôles de réanimation à Strasbourg. De la même façon, l'Ordre des médecins a interdit la prescription de certaines molécules, bien connues pourtant des praticiens, voilà, etc., etc., etc. Et puis, on a vu que ces recommandations émanaient
d'un conseil scientifique dont il a été apporté la preuve que tous les membres avaient des collusions, tous les membres actuels, parce qu'il y en a qui ont démissionné depuis et eux n'avaient pas de conflit, tous les membres actuels ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Et puis, sa représentante, Karine Lacombe, était une ancienne salariée de Gilead, qui produit le Remdesivir, le médicament concurrent à l'hydroxychloroquine. Donc l'ensemble des conseils scientifiques qui conseillent la politique a des liens avec les labos, notamment avec Gilead. Ce même gouvernement, en interdisant une molécule, mais en autorisant le Rivotril dans les EHPAD, c'est-à-dire l'euthanasie, eh bien, a pris des marques significatives. Et donc, le but ici, il faut bien comprendre, c'est pas de faire de l'idéologie ou de la polémique. C'est juste de prendre les choses de manière factuelle et de dire toutes ces choses-là, est-ce qu'elles vont dans le sens de la vie ou est-ce qu'elles vont à l'inverse de la vie? C'est-à-dire, quand on autorise l'expérience sur les fœtus, quand on autorise l'avortement, quand on autorise l'euthanasie, quand on autorise des pesticides proches des habitations, quand on réintroduit des insecticides qui étaient interdits dans l'Union européenne, notamment pour les abeilles, lorsqu'on autorise des déploiements d'une technologie qui n'est pas validée au niveau sanitaire, est-ce que ça va dans le sens de la vie ou contre la vie? Et là, justement, c'est là où notre naïveté doit s'effacer au profit d'un pragmatisme et de ne pas dire « je pense que, je crois que », mais « je sais ou je ne sais pas ». Et c'est là tout le nœud, on va dire, de cette période qui est très troublée, c'est qu'on peut tous avoir des idées, on peut tous avoir des opinions, mais à un moment donné, ça doit être transcendé par la connaissance. De la même façon que pourquoi le laboratoire Sanofi a demandé à l'ancienne ministre de la Santé, Madiame Buzyn, de retirer son propre médicament. Donc Sanofi produisait la chloroquine, il y avait une autorisation de mise sur le marché sans prescription depuis 40 ans, des effets secondaires qui étaient quasi nuls, on pouvait l'acheter en vente libre pour quelques euros, et le laboratoire lui-même a demandé à la ministre de la Santé de classer ces substances parmi les vénéneuses. Alors est-ce que ça aurait à voir avec le fait que Sanofi ait reporté le marché de la vente de doses de vaccins à l'Union européenne, c'est-à-dire 300 millions de doses qui ont été promis, d'un vaccin toujours pas produit? Est-ce que ça a à voir quelque chose? Et là, encore une fois, est-ce qu'on est naïf? Bah non, quand même pas, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Est-ce que dans le contexte d'un monde libéral où ce marché va représenter plusieurs milliards d'euros, est-ce qu'on pourrait exercer un regard froid, critique, pragmatique, et de dire, là je sais qu'il y a quelque chose de bizarre, plutôt que je pense pas, ben non, c'est pas possible. Ça, c'est être naïf, et puis d'autres, c'est le savoir. De la même façon, est-ce qu'on peut s'interroger sur le fait que Microsoft ait touché 200 000 € de la part de l'État pour contrôler les données de santé des 67 millions de personnes qui constituent l'Hexagone, dans une base de données baptisée HDH, alors c'est Health Data Hub, donc voilà pourquoi les données publiques ont été vendues à une firme privée qui a déposé certains brevets sur la santé. On peut se poser des questions aussi. Alors on pense très naïvement, très naïvement au départ, et de manière utopique et très enjouée, que le politique, avec un grand P, est au service des électeurs. Mais qui vote aujourd'hui ? On voit qu'il y a de moins en moins de votants, de plus en plus de votes blancs, de votes nuls et d'absentéisme. Aujourd'hui, statistiquement, ce sont les personnes qui regardent le plus les médias qui votent. Or, qui possède ces médias ? Essentiellement des banques et des grands groupes privés. Donc les banques investissent dans des secteurs en perte de vitesse, on va dire les médias, par l'augmentation de la visibilité d'Internet, sont en perte de vitesse depuis 10-15 ans. C'est assez net et c'est un secteur qui perd de l'argent. Parce que les annonceurs vont plus vers le net que vers les grands médias que sont la presse, la radio et la télévision. Donc ces gens-là qui sont habitués à faire de l'argent et à sentir les coûts vont vers un secteur en perte de vitesse et l'achètent. Donc les banques, les grands groupes privés et notamment les groupes de télécommunications. Pourquoi elles vont dessus ? Elles savent que c'est rentable car les courbes de popularité sont corrélés au temps de passage des politiques. Donc, c'est-à-dire, plus un politique passe à la télé, plus il gagne en popularité, plus il sera élu, et les personnes qui votent regardent ces mêmes médias. Pour ça que c'est interconnecté. Alors, aujourd'hui, qui contrôle un petit peu les médias ? Vous avez 6-7 entités, on va dire par exemple Vincent Bolloré, il possède Canal+, CNews, Direct 8 et Direct Matin. Vous avez Patrick Drahi, qui possède Libération, L'Express, BFM TV, RMC, je sais
plus quel autre support. Vous avez Dassault, qui possède Le Figaro, Bernard Arnault, là, une des plus grandes fortunes au monde, je crois qu'il est 3e, qui possède Les Échos, Le Parisien. Vous avez Martin Bouygues, qui possède TF1, LCI, NT1 et TMC. Et puis vous avez Arnaud Lagardère, qui possède Le Point, Europe 1, RFM, Virgin TV, Virgin Radio et MCM. Et puis Xavier Niel, qui possède le Nouvel Obs, Le Monde, le Huffington Post et les Décodeurs. Et donc, quand on remarque là sur ces 6-7 personnes, eh bien, Xavier Niel, c'est le PDG de Free, Martin Bouygues, c'est le PDG de Bouygues Télécom, et Patrick Drahi, c'est le PDG de SFR. Donc, c'est-à-dire les 3 plus grands groupes de communication, donc de transfert de données mobiles et de fournisseurs d'accès à Internet, eh bien, ont investi dans une presse en perte de vitesse. Pourquoi ? Eh bien, pour s'assurer d'avoir une représentation politique à la hauteur de leurs attentes, puisque c'est un investissement. Et évidemment, ces personnes-là sont extrêmement proches du pouvoir. D'ailleurs, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, est une amie du couple présidentiel. Ce qui fait que le président en place, il s'est présenté, au départ, sans jamais avoir eu d'électeurs de sa vie, il n'avait pas de parti, il n'avait pas de positionnement clair, il n'avait pas de base de militants, mais c'était un banquier d'affaires, chez Rothschild, avec des amis dans les médias, et donc il a pu faire la une de tous les médias, en se présentant même, si vous vous rappelez, comme candidat anti-système au départ. C'est-à-dire, une image a été élaborée médiatiquement pour donner une accessibilité au pouvoir, parce qu'une surreprésentation médiatique génère une courbe de popularité, et puis ensuite, c'est une affaire de communication, de marketing, on vend un produit. Et c'est là où la naïveté de l'individu électeur souvent fait défaut, ou est trop représenté, c'est-à-dire, ben non, quand même, il parle des idées, or il y a des débats qui ne sont évidemment jamais suivis des faits, mais qui représentent une seule fonction, c'est-à-dire que pragmatiquement, lorsqu'on cesse d'être naïf, c'est un banquier d'affaires qui a des amis dans les médias, qui a été propulsé à ce poste-là, et qui n'a d'autre compte à rendre qu'aux personnes qui l'ont mis en place, c'est-à-dire pas les électeurs, puisqu'il a eu 16,6% des voix sur 70% de votants dans le pays, donc ça représente à peine 12% de la population. Par contre, 100% des personnes qui ont financé sa campagne, eh bien, ont des intérêts, et elles ne l'ont pas fait pour du mécénat, ils ont une attente, c'est un investissement. Voilà pourquoi, en pleine crise sanitaire, en juillet, eh bien, le gouvernement a débloqué 2 milliards d'aides pour les médias. Voilà, donc c'est un tour de passe-passe, on avait dit il y a 5 milliards d'aides pour la culture, alors ça n'a pas été au cinéma, au livre, tout ça, faut pas penser aux artistes ou aux intermittents. Donc dans la culture, on a dit les médias, évidemment, ce qui permet la diffusion d'une idée, et puis 2 milliards, c'est bienvenu. Donc les politiques servent à l'intérêt de ceux qui les ont fait élire. Ça, c'est ne pas être naïf, et c'est simplement observer. Donc les élus rendent des comptes à ceux qui financent les campagnes. La naïveté, c'est quelque part de croire aux élections, de croire aux constitutions aussi, les constitutions qui se font, qui se défont, et qui sont écrites par la main de ceux et de celles qui, on va dire, font les scribes pour une autorité financière, et le peuple a très peu les mains à mettre dedans, et puis il y a quelques petits interstices qui permettent d'avoir des illusions ou des espoirs. Des espoirs, deux mots séparés. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, on l'a vu la semaine dernière, avec les élections aux États-Unis, soi-disant la plus grande démocratie au monde, où le président se fait littéralement couper la parole en direct par les médias, qui avaient choisi leur camp évidemment, on va y revenir avec le jeu des sondages, et puis qui se fait censurer par Twitter et Facebook, et donc ça c'est une illustration parfaite. Donc il avait des sondages défavorables et qui étaient faux au vu de la réalité, et puis il se fait censurer sur les réseaux sociaux, et même en direct à la télé, où on coupe son intervention de 16 minutes, au bout de 3 minutes, lorsqu'il commence à dire qu'il y a des fraudes, des manipulations, on coupe. Mais on a la même chose en France, dans le pays des libertés, des droits de l'homme, etc. On a vu le Sénat et l'Assemblée nationale, donc les deux chambres constituantes, qui se positionnaient contre le reconfinement et l'état d'urgence sanitaire, en disant ça sera 14 décembre et pas plus. Eh bien, c'est passé en force. C'est-à-dire les deux chambres ont voté contre, eh bien, c'est passé en force. Et puis, il y a aussi, de manière constitutive, en mars de cette année, mars 2019, une loi qui a été votée pour une amnistie totale de toutes les mesures que pourraient prendre les dirigeants dans cet état
sanitaire. Dans cette crise sanitaire, eh bien, on va dire il y a une immunité totale et une amnistie complète de tout ce qui pourrait être mal fait. Donc évidemment, là, on peut exercer son regard critique et de ne pas être naïf, dit tiens, pourquoi on s'immunise sur quelque chose si on est au service et qu'on pense bien faire. De la même façon qu'hier, donc le mardi 10 novembre, a été proposé comme projet de loi, de rétablir le vote par correspondance. Un vote par correspondance qui a été aboli en France en 1975, alors même que ce scrutin est débattu aux États-Unis, où on constate qu'on a fait voter des morts, on a fait voter des migrants. Il y a dans des comtés et dans des États plus de votants que d'inscrits, donc on voit bien que c'est un système qui ne peut pas fonctionner et qui laisse la place aux fraudes, aux incohérences, voire aux erreurs. Si on est un peu naïf, eh bien là, on est en projet de loi. Donc c'est à se poser des questions. Tous les feux sont au rouge en se disant il y a un souci. Donc on voit bien qu'il y a une utilisation du terme démocratique pour le dévoyer à son profit. Donc penser que les médias classiques informent, c'est être naïf. Leur but, ce n'est pas d'informer. Ils sont là pour vendre des espaces publicitaires. C'est ça que sert un média. Donc ne pas déplaire aux annonceurs qui le font vivre. Ainsi, on ne va pas faire d'émissions contre les produits laitiers, contre les méfaits des produits laitiers. On ne va pas faire de débats polémiques sur la démocratie. On ne va pas faire des émissions d'enquête sur les grands groupes et l'évasion fiscale de ces grands groupes, évidemment, puisque ça va poser un problème, parce que les financeurs, annonceurs d'un côté, et les personnes qui détiennent ces médias, eh bien, viendraient taper à la porte de la comité de rédaction en disant une fois mais pas deux, et puis s'il te plaît tu vas aller à la cave. Donc grosso modo, un média ne peut pas mordre la main, les mains qui les nourrissent ou qui le nourrissent, que ce soit les groupes industriels bancaires ou les annonceurs. C'est ainsi que les médias vont faire et défaire les opinions aisément, en faisant même des virages en 180 degrés tous les mois, suivant le courant. Alors, qui est-ce qui va faire les opinions ? Ce sont souvent les instituts de sondage. On en parlait avec l'élection américaine, où on prédisait une vague bleue, alors qu'en fait, il y a eu un équilibre rouge et bleu, on va dire, entre démocrates et républicains. Donc, par exemple, le groupe CSA, le CSA, donc pour les instituts de sondage, c'est détenu par Vincent Bolloré. Le groupe BVA, c'est Bolloré, Drahi et Rothschild. IFOP, pour les sondages, c'est l'actionnaire majoritaire, c'est l'ex-présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Ipsos, les sondages Ipsos, c'est François Pinault et Fidelity, qui est un fonds d'investissement américain. Puis la Sofres, c'est également Fidelity, un fonds d'investissement américain. Donc on voit que les sondages en France sont contrôlés par des fonds d'investissement, par des représentants des MEDEF, et les grands groupes médiatiques dont on a déjà parlé, et des grandes banques d'affaires. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des paradoxes complètement fous. On va parler de Julian Assange dans les médias, donc quelqu'un qui donne des informations pour les gens, et de manière gratuite. Donc lui, on va le traiter de criminel, de dangereux pour la démocratie. Et puis quelqu'un comme Mark Zuckerberg, que lui qui vend les informations qu'il collecte illégalement, parce qu'il y a eu des procès aussi pour de l'argent, et puis qui les vend au gouvernement. Il y avait eu la polémique dans les élections américaines il y a 4 ans aussi. Lui, il est appelé l'homme de l'année par les médias. Donc 2 poids, 2 mesures. Et puis nous, on va suivre. On va dire, oui, il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Julian Assange, s'il est en prison, et puis que tout le monde lui crache dessus, c'est bien qu'il y a quelque chose de bizarre. Puis Mark Zuckerberg, c'est la réussite éclatante, le rêve américain. Comprendre aussi qu'actuellement, il y a beaucoup d'aides qui sont accordées aux très grosses entreprises. Alors aux entreprises, ça c'est très bien, pour les charges, pour les salaires, pour le chômage partiel. Et il y a des aides aux grandes entreprises, et là il a été démontré que beaucoup d'aides servaient à payer les dividendes des actionnaires. Donc voilà, et puis si on veut boucler la boucle de la boucle de la boucle, on peut se dire, tiens, Didier Raoult, le très controversé, alors controversé c'est le mot des médias, Didier Raoult, pourquoi subit-il une cabale sur BFM le plus souvent, dont le propriétaire est Patrick Drahi qui possède lui-même des actions dans le laboratoire concurrent Gilead. Donc vous avez une belle représentation à travers cet exemple-là. Qu'est-ce que je veux faire passer comme message ? Donc, je ne sais pas, cessons d'être naïfs. En tout cas, soyons vigilants à ne pas être trop naïfs. Exerçons un esprit critique. Approprions-nous la connaissance. Débarrassons-nous des émotions, des croyances, des illusions, des petites chimères qu'on se raconte sur la démocratie et que les gens sont vertueux, etc., etc., etc. Décortiquons les éléments systémiques et sous-systémiques et disons-nous, soyons convaincus que la nature a horreur du vide, donc ces espaces que nous laissons vacants, ils sont occupés par d'autres qui ont un intérêt
supérieur à celui de la population, et dont peut-être le bien-être de la population n'est pas une priorité. Donc ce que je voudrais nous inviter à faire, c'est voilà, d'exercer un esprit critique, de s'approprier de la connaissance, c'est long, en dehors évidemment des circuits médiatiques, de lire, de regarder des conférences, de se documenter, de remettre en question, de casser un petit peu ces dogmes, les paradigmes dont on a hérité dans notre niveau familial, dans notre cercle culturel, dans notre éducation, et puis de se faire son petit parcours. Pour cela, avec les éditions Exuvie, j'essaye de le faire, je lâcherai pas l'affaire. Et donc, dès le début du confinement, j'avais publié ces 2 livres. Donc, Simone Veil, c'est une réédition. C'est Notes sur la suppression générale des partis politiques. C'est un superbe livre, je pense que le titre se suffit. J'ai fait une note d'éditeur de 8 pages, où je présente mon propos, où je montre pourquoi je m'engage de ce point de vue-là, et je pose la question pourquoi nous déléguons notre voix, et est-ce que cette voix, dans le contexte politique que j'ai décrit dans cette vidéo, peut être représentée, et puis surtout, le fameux discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, écrit quand il avait entre 16 et 18 ans, donc là avec une préface superbe de Raoul Vaneigem, qui est pour moi le plus grand philosophe situationniste vivant, donc il a 86 ans aujourd'hui, je suis extrêmement honoré qu'il ait fait la préface, et ces 2 livres qui aident à se refaire une notion de ce qu'est le libre arbitre, le positionnement. Je crois que la servitude volontaire et le questionnement sur la légitimité des partis politiques est plus que jamais d'actualité. C'est des petits livres que j'ai faits à 5 €. Le but, c'est pas de faire du business avec, c'est de nourrir vraiment profondément notre connaissance, nourrir la réflexion, pour qu'on sorte dans une forme, si on y était, dans une forme de naïveté, et puis qu'on occupe ces espaces au quotidien, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Pas dans l'accusation, pas dans la violence, pas dans le fait de réprimer t'es qu'un con, t'es qu'un mouton, t'es qu'un pigeon, tu t'as fait avoir, t'es qu'un lâche, t'es qu'un collabo. Non, apporter vraiment de l'information, faire son chemin, apporter sa pierre à l'édifice, construire ensemble pour demain, au-delà des luttes partisanes qui sont, je pense, révolues entre droite, gauche. On voit même que là, il y a un représentant de l'écologie qui dit il faut rendre la vaccination, Jean Doche, je crois, obligatoire. Enfin, les lignes politiques ne sont plus claires. On voit même qu'il y a un désabandon du politique pour la politique. Eh bien, nous avons le droit, nous, d'en faire au quotidien, avec nos cercles amicaux, familiaux. Et c'est-à-dire, c'est un terme noble qui demande à être investigué, développé, et qui se fait non pas avec les idées, qui peuvent être des aléas, mais avec sagesse et surtout avec sa conscience. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère qu'elle aura servi à nourrir quelques éléments pour vous dans cette période, et je vous invite à transmettre ces réflexions à vos proches si vous sentez que ça peut être utile. À très bientôt.